Installé au volant de sa voiture, Ariel Levy guette sans cesse son beeper. Depuis une semaine, il est en lien permanent avec ses équipes, des dizaines de secouristes bénévoles, membres de l'association qu'il préside. Donc là, on va suivre la moto qui, elle, nous dirige vers le lieu où c'est tombé. Depuis 30 ans qu'il remplit cette mission, c'est la première fois qu'il est confronté à un tel niveau de destruction dans la ville. Des immeubles déchiquetés par des missiles iraniens que le dôme de fer israélien ne parvient pas toujours à intercepter. Ce soir-là, au QG de l'association, c'est mobilisation générale. C'est eux qui reçoivent les informations de ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des alertes, des dangers qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Et tout le matériel qu'on va distribuer, chacun va vérifier que son kit est bien rempli comme il faut. En fait, dans ce kit, il y a tout le matériel qu'il faut, d'abord pour soigner des hémorragies ou moyennes ou graves, tout ce qui est garrot, pansement, il y a une perfusion, et il y a tout le matériel pour faire une réanimation artificielle. Oxygène, Ambo, Sac-Chaîne, tout ça c'est le matériel pour faire une réanimation artificielle. Être prêt 24 heures sur 24 à dispenser les premiers soins. On fait tout on ne dort pas la nuit, on laisse nos familles, nos enfants qui restent à la maison, qui tremblent et qui nous appellent toutes les 5 minutes, parce que chez eux aussi ça sonne. Les enfants tremblent de peur, leur papa n'est pas là, donc ça aussi ça enlève encore plus de sécurité. Et c'est le cas pour tous nos bénévoles. Une angoisse souvent justifiée. Car quelques heures plus tard, le secouriste est réveillé par une frappe au sud de Tel Aviv, à Holon. Un missile balistique iranien vient d'éventrer un immeuble et défigurer tout un quartier résidentiel. Il y a eu une bombe qui est tombée en plein fouet sur un bâtiment et qui a aussi fait des tremblements dans tous les bâtiments autour. Donc il y a un grand... C'est un quartier civil, bien sûr. En tout, ici, il y a eu 3 blessés graves, 3 on appelle moyennement atteints et 12 blessés légèrement. Comme à chaque fois qu'il arrive sur les lieux d'un bombardement, Ariel Levy monte une tente et se prépare à accueillir d'éventuels blessés qui se trouveraient encore sous les décombres ou qui n'auraient pas été pris en charge. Car il en a bien conscience, les tirs iraniens sont particulièrement puissants et dévastateurs. Une roquette de Gaza qui tombait, elle aurait pu peut-être enlever, démolir l'étage du haut maximum. C'était des petites roquettes qui avaient de 5 kilos d'explosifs, c'est rien. Là on parle de 100, 200 kilos d'explosifs, c'est waouh, c'est autre chose. Des frappes massives après l'opération militaire inattendue lancée le 13 juin dernier par Tsahal. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Un passage à l'acte préventif. Israël savait qu'elle était confrontée à une menace nucléaire entre quelques mois et 2 ans. C'est pas beaucoup pour empêcher que ça arrive. Et un bras de fer entre deux ennemis de longue date. Avec désormais chaque nuit des missiles qui fondent le ciel. Une escalade de violence et une surenchère qui pourrait pousser les États-Unis à intervenir. May do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I use very simple words, very simple, unconditional surrender. Israël-Iran, une guerre qui inquiète le monde. Depuis le déclenchement de son offensive, l'armée israélienne a un objectif prioritaire, le programme nucléaire iranien. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, mi-mai, l'Iran disposait de plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. À 60%, nous ne connaissons pas d'application civile. Donc vous voyez, la conclusion est assez rapide. Ça ne veut pas dire que l'Iran a la bombe, ça veut dire qu'ils sont sûrement sur le chemin pour aller vers la fabrication d'une bombe nucléaire. Selon l'AIEA, rien ne prouve que l'Iran était sur le point de se doter de l'arme atomique. Une analyse que ne partage pas Benyamin Netanyahou. Selon lui,
Téhéran ne se trouvait qu'à quelques mois de pouvoir obtenir une bombe nucléaire. Il était donc urgent d'agir. Une logique que comprend cet ancien officier français. En fait, il n'y a pas de cadre légal à cette guerre, c'est clair. Mais pour moi, il y a un cadre légitime. C'est d'une extrême logique de dire je ne vais pas attendre que l'Iran ait enfin une arme nucléaire pour nous attaquer, pour me défendre. Sinon, ce sera trop tard. Le problème pour les Israéliens, ce n'était pas que l'Iran lance un missile contre Israël, c'était que l'Iran remette une bombe atomique, même rudimentaire, à une petite organisation terroriste sous-traitante qui l'aurait emmené tout simplement dans un container de marchandises sur le sol israélien, qui aurait fait des millions de morts et sur lequel l'Iran aurait dit « c'est pas moi ». Les sites d'enrichissement d'uranium sont visés en priorité, comme à Natanz, le plus grand du pays. Un objectif de guerre sur lequel l'armée israélienne communique abondamment. Elle réalise même cette animation censée représenter les installations souterraines de Natanz. Et ces centaines de centrifugeuses destinées à produire de l'uranium enrichi. Le complexe aurait été largement détruit. Contrairement à un autre site hautement stratégique, l'usine de Fordo. Elle a été construite sous une montagne vraiment importante en granit, donc c'est une pierre très très dure. Elle est donc très enfouie, peut-être à plus de 100 mètres sous la montagne. Elle n'a pas été atteinte. Il est très difficile évidemment de l'atteindre avec des missiles type ceux qui ont été lancés par Israël. Un objectif prioritaire qui reste pour l'instant hors de portée des bombes israéliennes. Alors parfois, les cibles visées ne sont pas militaires. C'est le cas lundi dernier des locaux de la télévision d'État iranienne. Ce jour-là, la présentatrice, en train de critiquer vertement Israël, est interrompue en plein direct. Obligée d'évacuer le studio, secoué par un bombardement. En quelques secondes, le bâtiment est soufflé, les bureaux en feu. Cet homme, rédacteur en chef au sein de la chaîne, a tout juste eu le temps de sortir. Les mains ensanglantées, il reprend alors l'antenne presque immédiatement et raconte l'attaque qu'il vient de vivre. J'étais au premier étage lorsque l'attentat a eu lieu. Je ne sais pas combien de mes collègues sont tombés en martyrs ou ont été blessés. Ils nous avaient dit d'évacuer la zone, mais tout le monde est resté jusqu'au dernier moment pour montrer au monde l'image de la puissance de l'Iran. Tout ce que le régime sioniste ne veut pas. Israël, qui avait prévenu et appelé les civils à déserter le quartier pour pouvoir frapper des infrastructures en lien avec le régime iranien. Fred Pleitgen est journaliste pour CNN, seul média occidental à être présent à Téhéran. Nous sommes à l'intérieur de la télévision nationale iranienne qui a été touchée par une frappe il y a quelques jours et les dégâts sont absolument considérables. Au milieu des gravats, il a été autorisé à filmer à l'intérieur de ce qu'il reste de la rédaction. Une partie de l'explosion a dû se produire ici car cet endroit est complètement carbonisé. Si nous regardons derrière nous, il semble que ce soit la partie principale de ce qui était la salle de rédaction avec des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones. Vous pouvez voir ici la chaleur qui a dû être dégagée par l'impact et l'explosion. Les téléphones qui se trouvaient ici ont fondu. Ici aussi, les touches ont fondu ainsi que l'écran. Et ici, il y a le déjeuner de quelqu'un qui se trouve encore sur son bureau. Des images rares tant la capitale iranienne semble depuis une semaine être sous cloche, comme confinée. Nous avons réussi à joindre une franco-iranienne qui a souhaité rester anonyme. Depuis 2 mois, elle est en vacances à Téhéran et à 33 ans, c'est la première fois qu'elle voit la capitale habituellement jeune et dynamique aussi paralysée. Les gens ont peur, tout est fermé, les rues sont désertes. C'est chose impossible de voir à Téhéran.
tout est fermé, les banques ne fonctionnent quasiment plus. Les gens font 4 heures de queue pour acheter du pain. Les boulangeries sont saturées parce qu'il n'y a plus de livraison de farine, donc ils ne peuvent plus faire du pain. Les supérettes, il y en a qui sont ouvertes, mais elles sont quand même un peu limitées au niveau marchandises parce qu'il n'y a plus de livraison. Étant donné qu'il y a beaucoup de camions de transport qui sont visés parce qu'ils sont suspectés de transporter des choses de l'armée. Entre deux bombardements, lorsque les magasins sont ouverts, les clients se précipitent dans les rayons pour faire des provisions. Ils ont vraiment peur quand ils entendent le bruit des bombardements. Tout à l'heure, nous avons eu une cliente qui était vraiment effrayée. Elle a pleuré et a quitté le magasin rapidement. Un stress permanent qui pousse certains Iraniens à fuir. Ce qui provoque, depuis plusieurs jours, des embouteillages monstres sur les routes aux abords de Téhéran. Vu du ciel, c'est un long serpent lumineux blanc et rouge dans lequel se retrouvent coincés des milliers d'automobilistes. Pour l'instant, nous voulons juste quitter Téhéran pour plus de sécurité. C'est tout, parce qu'ils ont dit d'évacuer, et ça a créé une sorte de peur chez tout le monde. Les gens ont l'impression que quelque chose de vraiment grave pourrait se produire dans la ville. C'est pourquoi nous voulons aller ailleurs, jusqu'à ce que les choses se calment. D'autres, en revanche, se réjouissent de ces bombardements, malgré les risques. À 3900 km de Téhéran, Nice, sur la Côte d'Azur. C'est là qu'est réfugiée depuis 4 ans Fahimeh Parsaei, 44 ans, une opposante acharnée au régime des Mollahs, qui l'a emprisonnée pendant 1 mois en 2021. Depuis une semaine, chaque jour, elle tente de joindre ses proches restés en Iran. Maintenant, après 7 minutes, c'est pas délivré, c'est pas arrivé encore. Ça, c'est 15-12 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas Internet. Allô? Par chance, devant notre caméra, elle réussit finalement à entrer en contact avec l'une de ses amies, qui lui donne des nouvelles de la nuit. Toutes les nuits jusqu'au matin, il y a plein d'explosions. Parce qu'on habite entre Téhéran et Ispahan, entre Fordo et Natanz, les sites nucléaires iraniens. Cette Iranienne, comme 80% de la population de son pays, ne soutient pas le gouvernement en place. Et paradoxalement, elle voit ces frappes israéliennes comme une porte de sortie et un moyen de renverser le régime. J'ai peur, mais en vrai ça va, c'est la guerre. Mais on a confiance dans l'armée israélienne, on sait qu'ils attaquent les bases armées, ils n'attaquent pas les gens, pas les habitations, ils visent vraiment le régime. En une semaine à peine, Israël a décimé l'état-major iranien. Téhéran, qui estime que les bombardements ont aussi fait plus de 220 victimes civiles. L'État hébreu, de son côté, recense au moins 24 morts et près de 400 blessés. Dans le nord d'Israël, la ville arabe de Tamra. Dans ce local, les habitants se succèdent pour présenter leurs condoléances à Raja Khatib, 52 ans. 2 jours après le début de la guerre, un missile iranien a frappé de plein fouet sa grande maison en pierre. La scène a été filmée. À l'intérieur, sa femme, Manar, et 2 de ses 3 filles, Shada et Khala, ont été tuées. La femme de son frère a elle aussi trouvé la mort. Je suis entré par la porte détruite et soudain j'ai couru vers l'abri. Ma fille Radzel, 16 ans, en est sortie. Elle avait survécu, elle était toute effrayée, elle avait de la poussière sur la tête et elle avait peur et pleurait. Je lui ai dit, où est ta mère? Où sont tes 2 sœurs?
Raja Khatib se met alors à fouiller les décombres et les débris, à la recherche d'un signe de vie de ses proches. En vain. Des fois, je me demande, comme pendant l'enterrement, pourquoi Dieu ne m'a pas prise avec eux. J'aurais été touché et j'aurais évité toutes ces souffrances. Pourquoi? J'aurais aimé que le missile tombe sur moi. Et ça aurait été terminé. Je serais parti avec eux, j'aurais trouvé le repos avec eux. J'ai tout perdu. Peut-être que Dieu m'a sauvé pour que je reste avec ma fille Razel, qui a survécu. Un drame personnel et familial qu'il ne veut pas voir se reproduire. Pour lui, la guerre doit prendre fin. Il faut faire la paix. Je suis en colère contre les responsables du gouvernement, notre gouvernement et les gouvernements du monde entier. Nous devons vivre en paix. Je ne veux pas que les autres vivent ce que j'ai vécu, la perte de ma famille. Combien de temps dureront ces bombardements entre Israël et l'Iran? Une issue diplomatique est-elle encore possible? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté répété ce vendredi que la guerre se poursuivra aussi longtemps que nécessaire.